Bonjour et bienvenue à tous sur Écho d'Amérique latine. Aujourd'hui, samedi 10 décembre. Aujourd'hui, je suis avec Olga Inès. Hola Olga, ¿cómo estás? Bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde. Il fait beau aujourd'hui, hein? Il fait super beau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans un studio enfermé d'ailleurs. Oui, on ramène les petits rayons de soleil aux auditeurs. Exactement, los rayos del sol. Voilà. Exact. Hoy vamos a hacer una emisión súper tranquila. Te propongo, Olga, vamos a hablar de la quinoa. La quinoa, ¿qué es la quinoa? La quinoa es un producto milagro. Claro, es el famosísimo y bueno, muy conocido como el grano de oro que se produce en Bolivia. Exactement. Donc on va parler du quinoa parce que je crois qu'en français on dit le quinoa et pas la quinoa. Alors vous nous excuserez si on dit la quinoa au lieu du quinoa. On va dire qu'on mélange un peu tout. C'est un peu notre tradition ici sur Écho d'Amérique latine. L'espagnol, le français, tout est mélangé. Voilà. Donc on va parler du quinoa parce qu'on a eu la semaine dernière un fantastique festival qui s'appelait Documental à l'Opéra. Il y avait justement un réalisateur qui est tombé amoureux de la culture quinoa en Bolivie. Un réalisateur bolivien, et Olga a eu la chance de le rencontrer. Tu nous expliqueras tout ça, Olga, tout à l'heure. Que más? On aura aussi un petit... On va aller faire un petit tour dans la jungle amazonienne aussi. On va aller voir un artiste français qui fait du street art 2.0 en Amazonia del Brasil. Waouh! Alors, on verra à quoi ça ressemble du street art 2.0 en Amazonie. Waouh, ça doit être fou, ça doit être énorme. Vous verrez. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de graffiti, tout est propre. Sans problème. Et puis, vamos a comenzar por las noticias, tal vez. Claro. ¿Qué tenemos hoy de nuevo esta semana? Cette semaine, on va commencer par aller en Uruguay. L'Uruguay, vous savez que depuis quelques années, il a été légalisé le cannabis. Eh bien, d'après Le Monde, le 9 décembre, donc cette semaine, un musée du cannabis a ouvert ses portes, vendredi 9 décembre à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Une institution qui vise à présenter les différents usages que l'on peut faire de la plante dans l'artisanat et l'économie notamment. Voilà, donc l'Uruguay est le premier pays au monde à avoir autorisé et régulé la consommation, la production et la vente de cannabis. Vamos al Museo del Cannabis. Claro, por supuesto. Digo, una planta ancestral, de hecho, ya desde a través del tiempo se transformó en todo un mercado y un mercado negro, pero ciertamente es una planta medicinal también. Exactamente. Et puis sinon, au Venezuela, encore un article du Monde du même jour, du 9 décembre. Les chavistes et anti-chavistes ne croient plus au dialogue d'après Le Monde, le dialogue entre le gouvernement vénézuélien et Nicolás Maduro et l'opposition. Plus personne n'y croit, résume Tibisay Villalba, qui est une assistante sociale dans le quartier populaire du 23 de enero à Caracas et qui est chaviste convaincue. Et puis à l'autre bout de la capitale, sur l'échiquier politique, Sylvia, elle, est médecin et militante à la table de l'Unité démocratique, le MUD, et elle n'est pas plus enthousiaste que Tibisay, puisqu'elle nous dit que le dialogue est une grande farce dont Nicolás Maduro sort gagnant, juge-t-elle. Le risque de voir leur pays déraper dans la violence politique fait peur aux deux femmes. Et oui, donc si nous avons aidé la Colombie à faire la paix, dit-elle, c'est quand même dommage qu'ici nous ne puissions nous entendre pour reconstruire le pays, non, soupire Tibisay. Voilà. Donc le président Hugo Chavez, qui est mort en 2013, avait joué un rôle décisif dans le démarrage du processus de paix colombien. Et malheureusement, chavistes et anti-chavistes ne croient plus au dialogue au Venezuela. Chacun accuse l'autre de ne pas tenir ses engagements. Mais aucun des deux camps ne veut assumer le coût de la rupture. Voilà, donc c'est ainsi que l'opposition a décidé de ne pas assister aux tentatives de dialogue. Mais certainement, c'est délicat tout ça parce qu'on a bien vu après le référendum, il y a une division bien marquée dans la population et c'est pas une surprise qu'il soit 50-50. Exactement, c'est vrai. Et puis ça fait depuis déjà quelques années que la situation est très tendue au Venezuela. Et puis à chaque fois, on voit des discours, des tentatives de dialogue avec Cuba, avec le Brésil, mais pour l'instant, rien ne semble vraiment y faire.
Et toute l'influence qu'il y a entre les récents morts de Fidel Castro et, comme tu as mentionné, la mort de Chavez en 2013. Donc, ce sont des thèmes qui sont travaillés depuis des années. Sur une note un peu plus gaie, sinon, et on va aller juste à côté du Venezuela, en Colombia, le président Santos, qui va recevoir le Nobel de la Paz, le président Santos, qui va avoir le prix Nobel, puisqu'il s'apprête à se voir remettre le prix Nobel de la paix aujourd'hui, samedi 10 décembre. Santos a le Nobel, il ne lui reste plus qu'à faire la paix. Ironise à Bogota les sceptiques. Hein, très drôle. Après 52 ans d'un conflit rural qui laisse plus de 8 millions de victimes indirectes, donc avec les paysans déplacés, les veuves et orphelins, les familles de disparus, les invalides, les ex-otages, les défis à relever sont immenses en Colombie pour Santos. Déjà, le cantonnement des quelques 6000 combattants des forces armées révolutionnaires de Colombie, donc les FARC, en vue de leur désarmement, menace de prendre du retard. Et la recrudescence d'assassinats dans les régions à pacifier fait craindre le pire. Prenant la nouvelle, le 7 octobre, le chef d'État avait affirmé vouloir recevoir le prix Nobel au nom de tous les Colombiens et plus particulièrement au nom de toutes les victimes du conflit armé colombien. Voilà, je le cite. Puis 5 jours plus tôt, ses compatriotes avaient de peu refusé de valider dans les urnes l'accord de paix laborieusement négocié avec la guérilla des FARC. Une nouvelle version de l'accord a été rondement renégociée et ratifiée par le Congrès, du coup. Et M. Santos recevra son prix donc aujourd'hui, accompagné de son équipe de négociateurs et de victimes emblématiques du conflit armé, parmi lesquels la franco-colombienne Ingrid Betancourt, que nous connaissons tous, et otage des FARC pendant plus de 6 ans. S'accompagne d'infortune aussi Clara Rojas, aujourd'hui députée, qui sera donc présent à cette cérémonie, Leiner Palacios, survivant de Bojaja aussi. C'est un petit hameau où plus de 70 paroissiens avaient été tués par un tir de mortier des FARC en 2002. Voilà, donc espérons que là par contre la paix a l'air de s'installer, croisant les doigts, comme on dit. C'est ça. Est-ce qu'il y a une expression au Mexique pour dire croiser les doigts, Olga? ¿Cómo se puede decir? Hay que cruzar los dedos y tener fe en que este tratado se realice finalmente, ya que, como ya lo habíamos mencionado aquí, ya se ha ido maquinando, ¿no? Y toda la temperatura social y política ha aumentado al respecto. Pero bueno, finalmente si se le va a otorgar a este señor el Premio Nobel de la Paz, esperemos que finalmente con esto se selle realmente la tranquillité del pueblo colombiano. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite pour parler de quinoa et de jungle amazonienne. Bien sûr. Et on va faire une petite pause avec, pour savoir où est passée Yolande, puisque le titre du morceau s'appelle Donde estás, Yolanda, et c'est nos amis Pink Martini, avec qui on a commencé la musique tout à l'heure, avec une petite note salsa piano, qui s'appelait No hay problema, parce que dans notre émission, no hay problema, il n'y a aucun problème, jamais. Exact. Voilà. Il y a que un peu de stress et d'adrénaline quelquefois, mais jamais de problème. Alors on se retrouve tout de suite avec Pink Martini, Donde estás, Yolanda. Un voyage dans les traditions.
Me dicen que paseabas en un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos te silbaban. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Se va. Así es, regresamos a Eco de América Latina. Estamos con esta canción, qué buena, ¿eh? ¿Dónde estás, Yolanda? Se ¿Dónde llama. estás, Yolanda? ¿Y dónde estuvo Yolanda? No supimos. Bueno, no supimos, pero la estamos buscando todavía. No Ay, es que ay, las ay. letras son muy buscadas, no sé si se dice, son très recherchées, Sí. pero me gusta mucho el ambiente cha-cha. Data de la época 40, años 40, Creo que 50, sí, ¿eh? sí. El cha-cha-cha. Bueno, ¿y tú dónde estabas? Entonces, hace algunos días, Sí. yo creo que tú estabas en el festival, el documental, le festival donc, qui était à l'opéra documental sur les films latinos, C'est ça. et tu es tombé sur la quinoa. Exactement, je suis allée, franchement, il y avait une belle grille de documentaires dans ce festival et certainement j'ai eu la chance de rencontrer à Juan Ariel Soto Paz, c'est lui qui a réalisé le documentaire qui s'appelle Quinoera. Donc c'est un documentaire tellement intéressant. Je vous propose d'entendre la première partie en espagnol et on reviendra avec des commentaires en français. Voilà, le thème principal c'est la quinoa, qui c'est les grains d'or de Bolivie. El lazo de este terreno y mi experiencia personal surge a través y como consecuencia de un sueño, ¿no? Que en este mismo lugar, quizás de esta misma perspectiva, mi abuelo me mostraba, ¿no? Me decía, tienes que volver al pueblo y sembrar quinoa, ¿no? Hay terrenos que de repente, ya de muchos años que hemos cultivado, hoy en día ya no están quizás como produciendo ya esos terrenos. La parte vegetal de lo que es la madre tierra que tiene interiormente no está dando ya buenos resultados. Saliendo de casa o de la comunidad, se valora más lo que se tiene, ¿no? Bueno, mi nombre es Ariel Soto. Yo vengo con una película, con un documental que se llama Quinoera. Soy de Bolivia y esta producción es del 2014. ¿Qué es lo que te llevó a hacer este documental? Bueno, es un interés inicial que hace referencia al boom de la quinoa que se vivía en Bolivia en esa época. Estamos hablando del 2011-2012, en el que yo comencé a recolectar información en ese sentido, ¿no? Artículos, investigaciones. Me interesaba mucho como un tema más de actualidad del país, ya que la exportación de la quinoa era enorme como ningún otro producto agrícola anteriormente en Bolivia. Y bueno, fue ese como el recurso inicial, pero
un par de años después de esto, el 2013, el protagonista del documental vino junto con su familia y me dice que él estaba retornando a su comunidad después de 20 años. Irineo, quien es el protagonista, es amigo mío desde varios años antes. Con él habíamos trabajado un documental. Él nos hizo la traducción en entrevistas en comunidades quechuas y lo conozco desde ahí. Entonces, cuando él me mencionó que estaban retornando a su comunidad después de ese tiempo, para mí el documental tomó vida, ¿no? Porque podía unir ambas experiencias, ¿no? La de él y la mía propia de estar buscando esta información. Has comentado en tu ronda explicativa acerca del boom que hubo en el 2013. También mencionaste la influencia de la ONU que lleva a cabo como ese reconocimiento internacional alrededor de la quinoa. ¿Puedes profundizar un poco ese punto? Debido a la producción masiva que estaba ocurriendo en Bolivia durante varios años, es que el gobierno boliviano hizo diferentes gestiones para promover el consumo de la quinoa a nivel mundial y para ello promovió en la ONU que este producto sea nominado, o el 2013 sea nominado como el Año Internacional de la Quinoa. Creo que esa movida provocó que se abran muchos más mercados y el interés sobre la quinoa se expanda, ¿no? Mucho más. Estamos hablando dentro del contexto político, social, donde Evo Morales ya está al poder, ¿no? Sí, 2013 él ya está. Has hablado también acerca de la explotación de cierta manera, se ha disfrazado con diferentes palabras, pero en cuanto a la producción de la quinoa internacionalmente. Sí, el gobierno lo promovió y por esa época comenzó a dar maquinarias a algunas comunidades para que pueda mecanizarse, ¿no? Toda la producción, cosa que no llegó en sí a mejorar los niveles de producción, ¿no? Por ciertas razones, creo que no funcionó y bueno, se quedó en un nivel en el que Bolivia, de ser exportador principal mundial de la quinoa, a causa de esa no tecnificación o mal uso de la tecnología, no logró revertir eso. Ahora que la quinoa ha bajado de precio, bueno, las condiciones de los campesinos, de los productores, bueno, es la misma que hace 5 o 6 años. Acabamos de escuchar a Juan Ariel Soto Paz, quien realizó estudios de cinema en el CC de San Francisco después de emigrar a California en el 2003. Y en 2013, como él ha mencionado, Ariel fue seleccionado al DocuLab 5 Guadalajara junto a otros cineastas emergentes de Latinoamérica. El mismo año asistió al taller Desarrollo de Proyectos en La Habana, Cuba, organizado por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano como ganador del fondo DocTV, cuarto por Bolivia con Quinoera. Él reporta premios en el 2014. Actualmente se encuentra en la etapa de desarrollo de otro documental que se llama Héroes de Piedra, una coproducción Bolivia-Argentina, y vive y trabaja en Cochabamba, Bolivia, y es responsable de la productora Rodante Film. Como lo acabamos de escuchar, él nos introduce un poco de lo que trató la temática principal de este documental que lleva por título Quinoera. Quinoera, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la quinoera, on entend au début de cette interview que tu nous as fait, un homme qui dit « C'était un rêve, mon grand-père avait dit tu dois semer du quinoa ». Et voilà comment Ariel Soto commence son entretien avec toi, Olga. Et il constate que la terre ne donne plus d'aussi bons résultats comme avant. La quinoera, c'est donc une production de Ariel Soto de 2014 qui fait référence à l'année 2011. Voilà, donc l'exploitation du quinoa a pris une ampleur énorme en Bolivie. Le protagoniste du film lui fait part de son envie de retourner dans sa communauté. Et à ce moment-là, le réalisateur, Ariel Soto, se dit le documentaire va prendre vie. Voilà. Je te propose d'écouter la deuxième partie de ce que nous dit Ariel Soto sur la quinoa.
Regresando a la esencia de lo que tú quisiste mostrar en este documental, ¿qué es lo que quisiste expresar después de esta temática de quinoa, de la vida de esta familia? Si bien entendí, el padre dice, bueno, mi hijo es ingeniero, agrónomo, está afuera, nos ayuda mucho, pero nosotros nos quedamos aquí. La mayoría de las preguntas esta noche estaban referidas a la quinoa, a la producción, ¿no? Lo cual es un producto que se consume acá, y llama la atención, curiosidad de cómo es, de dónde proviene, ¿no? Entonces, eso está interesante, ¿no? Yo no soy un experto en la quinoa, pero bueno, he intentado desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? El documental en particular para mí es el retorno, la experiencia de la familia, de volver a sus raíces, de volver, en este caso, el personaje a recuperar su identidad que él había en cierta forma desvalorizado durante su juventud, todo el tiempo que él había pasado en la ciudad, ¿no? Que le había transformado, ¿no? Le había dado otro tipo de herramientas, pero se había alejado demasiado de su comunidad. Él tuvo un sueño unos años antes de decidir regresar, y en este sueño se le aparecía a su abuelo y le decía que él tenía que retornar a la comunidad para que pueda dedicarse a la quinoa. Esto marcó una huella tan importante a él para luego decidir retornar, que llevó a su familia precisamente para que ellos puedan experimentar todo aquello que él había vivido de niño, que sus hijos viviendo en la ciudad no pierdan su cultura, no pierdan su lengua, adquieran o por lo menos tengan en el recuerdo de haber estado en el campo junto con los suyos, ¿no? Junto con una forma de producción particular que se lleva ahí a cabo, ¿no? Entonces creo que la quinoa está presente en sus vidas, pero creo que es la experiencia de los personajes, ¿no? Del más anciano, del músico, todos han tenido una razón para retornar a su lugar. La quinoa es la excusa del documental, ¿no? Es como tu conductor. Si tú estás 15 minutos dentro del documental y no se menciona ni se habla de la quinoa, ¿no? Es luego donde se hace presente y toma fuerza, ¿no? Pero es sentar las bases del personaje en realidad, inicialmente. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. L'influence de l'ONU, comme nous dit le réalisateur, Ariel Soto, a fait que le gouvernement bolivien a fait plusieurs campagnes pour promouvoir le quinoa. Et c'est bien que ça a beaucoup aidé au développement en fait, du quinoa, puisqu'il a fallu mécaniser la production. La Bolivie devait être l'exportateur mondial du quinoa. C'était l'objectif du président Evo Morales. C'est ça, Olga ? C'est ça. C'était un boom qu'on a passé à travers cette graine, parce qu'avant, on n'a jamais entendu, par exemple, dans votre magazine bio, parce que maintenant, tout le monde devient bio à cause de cette décadence d'agriculture dans le monde. Donc la quinoa, ça devient une grandeur parce qu'en plus qu'il a de belles propriétés pour la santé, c'est aussi nourrissant et puis c'est consistant. Et du coup, la production de quinoa après 2013, ça prend un niveau important au niveau d'exportation. Mais bizarrement, quand j'ai parlé avec Juan Ariel Soto, il m'a dit, tu sais, c'est bizarre et c'est drôle parce que même les Boliviens, maintenant en Bolivie, ils n'ont pas beaucoup l'accès à manger cette graine. C'est pour ça qu'il s'appelle les graines d'or, tu vois. Bien sûr, parce que c'est un produit qui a été transformé ces dernières années pour faire de l'exportation surtout. Exactement. Et c'est le boom qu'il part après 2013, après que l'ONU il a choisi cette exportation, cette graine comme une des les plus importantes dans le monde. Donc imagine-toi, il a rempli la décadence de la très fameuse soja ou le riz. C'est vrai, le quinoa, c'est un peu le soja de la Bolivie. Exact. Petite pause musicale, on va écouter Juan Fernando Velasco, un chanteur équatorien qui va nous chanter une petite chanson sur Manabí,
une ville qui a beaucoup souffert pendant le tremblement de terre cette année, en avril. Allez, on écoute donc Juan Carlos Velasco, Manabi. Piquante, romantique, nostalgique ou sensuelle, les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. De mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Tierra bella, cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Écho d'Amérique latine. Les sonorités de l'Amérique latine vous enivrent sur Radio Pluriel. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Écho d'Amérique latine. Et on revient en direct sur Écho d'Amérique latine 91.5 Radio Pluriel. ¿Cómo estás, Olga? Estoy muy contenta. ¡Wow! Bueno. Ese jingle me encantó, ¿eh? Ay, sí, mucha percusión. Me encantan las percusiones, te lo juro. Despiertan el espíritu. Sí, claro, claro. Faltaba un poco de percusiones, por eso que necesitamos un poco más de jingle con ruido. No, estuvo súper buena esta transición entre lo folclórico y el contraste con percusiones. Es lo que representa a América Latina, ¿no? Este contraste de sonoridades. Mezcla. Muchas gracias por la entrevista, Olga. Era muy interesante este pedazo de discurso del realizador boliviano.
Sí, este tipo de festivales de documental que gracias a Thierry L'Esprit. Oui, merci, que organiza, es una ventana de lo que sucede en nuestro bello continente, ya que a través de documentales también podemos aprender y apreciar también acerca de las culturas más remotas, ¿no? De los lugares más remotos que hay en nuestro bello continente. Exactamente. Es una oportunidad, una suerte tener este tipo de documentales que son aquí en la ópera una vez al año. A mí me gustó mucho la frase del personaje que dice hay que volver a su tierra. Como le dijo su abuelo, yo sabía que me iba a volver a mi tierra, a la quinoa, porque yo tenía que hacer eso. Et je crois qu'en fait, on doit tous un petit peu revenir à la quinoa. À la source. Voilà, on doit tous revenir un petit peu à la source, à nos origines. Et je pense que du coup, ce n'est pas seulement un film sur la quinoa, mais il faut le voir aussi au sens figuré, je pense, cet excellent reportage. C'est ça, justement, c'est ça que j'ai bien apprécié après l'interview que j'ai eue avec Ariel Soto. En plus de parler de l'importance et tout ce thème par rapport à la quinoa, ou les quinoa, pardon, son objectif et son fil conducteur de ce documentaire, c'est vraiment transmettre une des choses les plus importantes chez nous, qui c'est vraiment toujours revenir comme à la source, revenir à notre racine. Et puis certainement, c'est une histoire c'est un exemple, comme tous les documentaires, c'est une projection, c'est un reflet d'une situation. Et j'ai vraiment aimé parce que certainement nous, on va sortir de notre pays, de notre territoire, de chez nous, on va dire, de notre zone de confort, de certaines façons. Tout à fait. Mais l'important, c'est revenir, apporter tout ce qu'on a pris dehors, enfin à l'extérieur, on va dire, où on se trouve, peu importe, et grandir et nourrir encore plus notre culture. Donc ça, c'est beau. Exactement. C'est vrai que ça fait toujours du bien de revenir à ses sources. Et justement, pour passer de la quinoa à une autre source, on va faire une petite pause musicale encore avec Juan Fernando Velasco, encore une fois, qui lui justement va revenir à ses sources dans cette chanson, puisqu'il va nous parler de Guayaquil, la plus grande ville d'Équateur, qui n'est pas la capitale, mais qui est plus grande que Quito. Et le titre s'appelle Guayaquil de mis amores. On l'écoute. Vamos. Eres perla que surgiste del más grande mundo mar, y si el son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro dios Ormonpensi, con tus bellas Guayaquil de mis ensueños. Les palpita el corazón que mitigan negras penas con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Que fascinan al mirar y que me hagan al besar con sus labios de cereza. Te reclamo las dulzuras con que anhelo yo
traicionera cual el mar, o al hundirme ya me enojo. En las noches con fulgores de tus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Si on m'avait dit que je serais le premier à aller faire du street art au fin fond de l'Amazonie, j'y aurais pas cru. Lui, c'est Almir Narayamoga Surui, le grand chef de la tribu des Surui Fighters. Ils ont été découverts il y a moins de 50 ans, mais ce mec-là a déjà compris qu'il allait troquer son arc et ses flèches contre les ordinateurs, et que c'est comme ça qu'il sauvera sa forêt, notre forêt. Só queria dizer assim que para nós é grande alegria. Je voudrais te dire que c'est une grande joie pour nous. Você tem primeiro foto que tu aies fait ta première photo dentro da Amazônia, dans l'Amazonie, na aldeia La Petanha, à l'Aldea La Petanha, et avec le peuple Paiter Surui. Estava muito agradecido. Et qu'on te remercie énormément. Obrigado. Je n'ai pas de problème avec les règles, je préfère simplement dessiner à main levée. On me demande souvent si je suis street artiste ou si je suis photographe. C'est pas à moi de me ranger dans une case, et tant mieux si ça dérange, parce que ça tombe bien, mon métier, c'est d'en créer. Tout ce qui m'importe, c'est faire de l'art avec du sens, savoir pourquoi je fais les choses, quel message, qu'est-ce que j'ai à dire. Quand je suis rentré en contact avec les Surui, je leur ai promis une chose. Je voulais illustrer le fait que lorsque l'on abat un arbre, c'est comme si on abattait un homme. Mais quand on voit la connexion qu'ont ces gens avec cette forêt, c'est vraiment une évidence. Et vous venez d'entendre la voix de Philippe Écharou, justement artiste français qui fait du design, visage d'Indien dans les arbres contre la déforestation de l'Amazonie au Brésil. Voilà, donc Philippe Écharou, il fait des visages des Indiens du Brésil qui ont été conçus dans les arbres de la forêt Amazonie, et le résultat il est tout simplement magnifique. L'intervention rédigée par le photographe et artiste Philippe Écharou vise à attirer l'attention sur la déforestation qui ravage la forêt amazonienne. Les projections montrent le lien profond entre la nature et ses habitants en insistant sur la nécessité de préserver l'environnement. Et le français, qui est considéré comme un artiste activiste, est ce qu'il appelle le street art 2.0. Voilà, donc c'est pas de l'art dans la rue, pas de peinture, mais seulement de la lumière, parce que tout est basé sur la lumière. En fait, il illumine les arbres de l'Amazonie de visages d'Indiens. Donc il prend d'abord en photo, il photographie les portraits des membres de la tribu Surui, un groupe indigène au Brésil, dans les
dans les États de Rondônia et du Mato Grosso, donc c'est plutôt dans le sud de l'Amazonie. Et le chef de la tribu, Almir Surui Narayamoga, voilà, il a été invité par le gouvernement brésilien pour aider à préserver la forêt. Et il a demandé à son tour, il a invité le français justement à utiliser l'art comme un appel à la déforestation et à la destruction des forêts. Alors cette tribu, évidemment, elle est victime de l'exploitation forestière illégale et l'exploitation minière qui n'hésite pas à violer le territoire du groupe indigène Surui en Amazonie. Décrivant l'inspiration derrière ce projet, Philippe Echarou, vous l'avez entendu, hein, il dit « Quand vous coupez un arbre, c'est comme abattre un homme ». Voilà, donc la série photographique comprend l'exposition La forêt pleure, The Forest Weeping in English, et puis vous pouvez la voir dans la galerie Tagliatella à Paris 3e jusqu'à mardi, jusqu'au 15 décembre. Donc allez voir, si vous êtes sur Paris ou avez l'occasion d'aller à Paris, allez voir à la galerie Tagliatella à Paris 3, cette magnifique exposition de photos de visages indiens de cet artiste, de ce photographe Philippe Echarou. Voilà. ¿Qué tal, Olga? Me enchino la piel. Me enchino la piel porque es verdad que una de las cosas que él comenta es no se trata de romper simplemente las reglas, ya que algunos, me imagino, podrán estar en desacuerdo por hacer arte sobre los árboles, pero es mucho mejor transmitir un mensaje más importante acerca del cuidado de nuestra propia Pachamama, ¿no? Nuestra propia madre naturaleza. Exactamente. Y el mensaje que él transmite es tan importante que es una manera más de transmitir un mensaje, de decir, ya destruimos lo suficiente este mundo como para seguir deforestando, ¿no? Lo peor es que no se plantan más árboles. Eso es lo que se abusa demasiado de los recursos. Exactamente, sí, es más difícil. Es una temática un poco complicada, pero a mí me parece muy original esta manera de sensibilizar al público a la deforestation de la Amazonia. Donc c'est vrai que c'est une des premières fois que j'entends parler d'un artiste qui... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement des artistes qui militent un petit peu contre la déforestation en Amazonie, et puis surtout un artiste français qui utilise les photos des Indiens projetées sur les arbres. Allez au moins voir ça sur internet, même si on n'est pas sur Paris ce week-end pour aller à la galerie Tagliatella, mais oui, sur sûr. internet, tapez Philippe Echarou, donc avec ROUX à la fin, et vous trouverez tous ces portraits, tous les pseudo-tableaux entre guillemets qu'il a fait, ces tableaux de lumière qu'il a fait contre les arbres de l'Amazonie. Et tu sais, avant de passer à une autre chose, j'aimerais bien juste dire que lui, il est français, mais lui, il jazz comme... Enfin, il jazz. Il partage après ses jours avec les chefs de tribus en Amazonie. Donc, il s'empare aussi d'enlever cette peur par rapport les mauvaises idées par rapport les chefs ou les tribus de l'Amazonie comme des sauvages ou comme des résistances totales que tu pourrais même pas t'approcher à eux. Donc ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un exemple. Exactement. Il permet quelqu'un d'autre de l'étranger, cette fois-ci en français, de partager avec eux, puis transmettre à travers son art justement l'image et puis le reflet de c'est quoi le cœur de la population amazonienne. Exactement, c'est vrai qu'en plus moi j'ai vu les vidéos sur YouTube, il a l'air plutôt bien accueilli par la communauté. Donc voilà, c'est loin d'avoir les idées préconçues qu'on a. On va écouter encore une petite chanson de Juan Fernando Velasco, et cette fois-ci on va écouter Sombras. Vámonos. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando
tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de una pequeña... Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Y volvemos, Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. y volvemos a nuestra emisión Eco de América Latina. 91.5 FM. Alors un petit mot quand même sur ce chanteur Juan Fernando que nous venons d'écouter, Juan Fernando Velasco, qui est né en 72 à Quito, en Équateur, et il a fait le début de sa carrière en 87, donc il y a quand même un petit bout de temps. Lorsqu'en fait il jouait, il avait un petit groupe de musique qui s'appelait Third World, donc en français le tiers-monde. C'était un groupe de rock, donc rien à voir avec les chansons qu'il fait à présent. Il était au clavier et puis après il était passé à la guitare. Mais Juan Fernando, il n'avait pas pensé être musicien en fait, hein. Il voulait plutôt lui être économiste comme son père, et puis du coup il était à la faculté du Brésil, qu'est-ce que je dis, à la faculté d'économie en Équateur, carrière qu'il a prolongée de 4 semestres à l'université catholique de Quito. Mais il se rendit compte assez rapidement que c'était pas son truc vraiment, l'économie. Et finalement, il a abandonné, et puis il s'est remis un peu à la musique, mais toujours un peu en stâtonnant. Et puis du coup, il est parti aux États-Unis, et puis il a fait des études de communication. Donc là, il s'est dit, allez, cette fois-ci, c'est bon, c'est ma carrière, c'est ce que je vais faire. Et il a encore abandonné. Voilà, donc Juan Fernando, finalement, il s'est remis à la musique une bonne fois pour toutes. Et puis ses goûts pour la communication vraiment l'avaient quitté, et du coup il s'est pleinement plongé dans la musique, et il est devenu assez célèbre, puisque je pense que maintenant c'est un des chanteurs les plus célèbres de l'Équateur, et puis très impliqué aussi, justement, puisque je vous parlais tout à l'heure du tremblement de terre de Manabí. Oui. En Équateur, Manabí a été très touché, hein. Il n'y a pas eu qu'à Manabí, mais il a fait un méga concert aussi pour récolter des fonds pour la ville de Manabí, qui a été fortement touchée par le tremblement de terre d'avril de cette année. Voilà. Et donc il avait invité pas mal de ses petits copains, il me semble qu'il y avait Juanes aussi, colombien. Okay. Donc voilà, et puis on se quittera sûrement avec une petite dernière de Juan Fernando tout à l'heure. Voilà, on arrive presque à la fin aussi. Comment Laurent, on arrive presque à la fin de cette émission. Exactement, on arrive à la fin de notre émission. Et on va commencer par donner quelques petites infos peut-être sur les choses qu'on a à faire ce week-end, ou pas, si on a envie de sortir. Ouais. Alors,
On peut s'orienter. Alors, c'est pas tout de suite, mais il me semble. Si, remarque, il me semble que ce soir, il y a un concert au Macanudo. Ah. Un petit concert. Alors, je sais plus si c'est de la salsa, il me semble. Je vous le dirai tout à l'heure quand j'aurai retrouvé la news. Excuse-moi, Olga. Alors, je la tiens. C'est le concert Quartier Latin. Donc, le 10 décembre, c'est bien aujourd'hui, à 20h30 au Macanudo, donc 8 quai Claude Bernard. Dans Lyon 7e, Quartier Latin, c'est le nom de la formation dédiée à la musique cubaine et au latin jazz. Donc un bon mélange, et après de nombreux concerts, il intègre un projet collectif international pour la paix dans le monde, soutenu par l'UNESCO et le Bureau international pour la paix. Voilà, donc allez écouter le Quartier Latin ce soir au Macanudo. Olga. Oui, c'est ça. Justement, aujourd'hui même, parce qu'on est dans les cadres des fêtes des Lumières à Lyon, aujourd'hui, nous invite aussi à apprécier les peuples Wayuu, qui nous parlera de leur façon de penser complètement traditionnelle et spirituelle, et vous pourrez également apprendre à tricoter et à préparer les recettes qu'ils en font au quotidien. Et ce projet est préparé dans un cadre de solidarité pour soutenir cette communauté, et ils seront ravis que nous on participe avec eux pour contribuer au bien-être de ces peuples colombo-vénézuéliens. Ça se passe à 91 rue Montesquieu, l'atelier des Canolaires, à partir de maintenant, en fait. De maintenant, dans une minute, ça commence dans une minute. Exactement. Et puis, tout le monde est la bienvenue, et jusqu'au soir. Ça, c'est dans le cadre des fêtes des Lumières, on va dire, parce qu'ils nous invitent à allumer une bougie pour cette peuple. Voilà. Et écoute, j'étais ravi de faire cette émission avec toi, et on vous souhaite à tous un bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Ciao, bye. De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, tous les vendredis, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine.